tu veux que je commence? Quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que aujourd'hui, notre invité qui nous parle d'Allemagne va partager avec nous des conseils et nous expliquer un programme d'expatriation. Donc elle va brièvement se présenter, nous dire par où elle est passée. Et ensuite, on rentrera dans les détails du programme VIE et VIA. Donc à ton tour, je te laisse te présenter si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Oui, bonjour Kelly. Alors du coup, je m'appelle Alizée, j'ai 28 ans et actuellement, je me trouve à Mannheim en Allemagne, qui est une ville située entre Francfort et Stuttgart, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Allemagne. Moi, en étant de Moselle, je connais très bien cette partie de l'Allemagne. Ah oui, effectivement. C'est pas très, très loin de la frontière française, effectivement. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on se parle, elle a 2 pulls et moi, je suis en robe de plage. Donc, c'est assez drôle. Ouais, un petit peu frileuse. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es en Allemagne? Je suis en Allemagne depuis bientôt 3 ans. Je suis partie en juillet 2018 et j'ai passé mes 2 premières années à Munich, dans le sud de l'Allemagne, donc en Bavière. Et depuis 1 an pile, je suis à Mannheim. Du coup. Donc voilà, bientôt 3 ans d'expatriation et de vie en Allemagne. Super. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte sur qui tu étais avant de partir, quelle étude tu avais fait par exemple, et où tu habitais en France? Alors juste avant de partir, j'habitais à Paris depuis 3 ans. Je suis pas originaire de Paris. En fait, c'est rigolo parce que je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. Donc j'aime bien tes photos en ce moment, Kelly. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et j'ai pas mal déménagé avec mes parents quand j'étais petite. Et j'ai fait mes études entre La Rochelle et Paris et la Belgique. Donc j'étais déjà partie 1 an hors de France en Belgique, dans la partie flamande de la Belgique, donc là où on parle flamand, qui est un sorte de dialecte du néerlandais. J'avais fait un an d'Erasmus en fait là-bas pour ma première année de master. Et ensuite, j'ai terminé mon master à Paris et j'ai enchaîné avec début de vie professionnelle. Donc voilà, avant de partir en Allemagne, j'étais à Paris. Je travaillais dans les ressources humaines déjà à l'époque, depuis 3 ans. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as atterri en Allemagne? Alors justement, pendant mon année d'Erasmus en Belgique, j'ai rencontré un Allemand. Quelque chose qui arrive souvent en Erasmus. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari, puisqu'on est mariés aujourd'hui. Mais du coup, il y a 6 ans, il y a 3 ans quand je suis partie en Allemagne, c'était mon copain. Et il m'avait rejoint à Paris pour finir ses études. Et bon, la fin de son master arrivant, il m'a dit Alizée, je suis désolée, mais j'ai envie de rentrer en Allemagne. Donc bon, au début, j'avoue que moi, j'avais jamais appris l'allemand. J'avais fait de l'espagnol à l'école, donc pour moi, vivre en Allemagne, c'était pas du tout une option dans ma vie. Je m'étais jamais dit que j'irais vivre en Allemagne. J'étais pas forcément fermée à la question, mais j'avais très envie de repartir à l'international. Et je rêvais plus de Canada, des États-Unis, d'Asie éventuellement. Mais alors l'Allemagne, voilà, ça faisait pas partie de mes plans. Et en plus, la difficulté, c'est que du coup, je parlais pas allemand. Et vu que je travaillais déjà, pour moi, c'était vraiment hors de question d'avoir une rupture en fait dans ma carrière. J'avais vraiment envie d'aller en Allemagne si j'avais un travail en fait. Donc pour moi, c'était ma contrainte. Je m'ai dit, ok, là, je veux bien te suivre. Par contre, il faut que je trouve un poste et que je le trouve depuis la France. Je partirai pas si j'avais pas de
d'emploi parce que j'avais trop peur. Non pas que je suis pas aventurière, mais j'étais à un moment de ma carrière au début où je me disais voilà, j'adore mon boulot, j'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir un emploi et j'avais un peu peur de dire bon bah je vais déménager là-bas, je vais apprendre l'allemand pendant plusieurs mois et après le retour à l'emploi peut être parfois compliqué quand les femmes expats, je pense qu'elles le savent que trouver du travail sur place, ça peut parfois être un peu compliqué. J'avais un peu peur de ça. Donc, je me suis dit, OK, je cherche du travail en Allemagne. Et du coup, je me suis tournée vers le programme VIE, qui en fait permet justement à des jeunes diplômés de travailler à l'étranger. Et même si je travaillais déjà depuis 3 ans, j'étais toujours éligible au VIE, donc c'était un bon moyen pour moi de partir. Super. Du coup, on va peut-être rentrer dans les spécifications de pouvoir partir en VIE. Donc déjà, pour le rappeler, on avait Victoire qui nous avait parlé de la VIE dans l'épisode numéro 16. Elle était partie en Jordanie. Donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est exactement le VIE? Oui. Alors du coup, le VIE, le sigle de Volontariat international en entreprise, c'est un programme français qui existe depuis, il me semble, 20 ans. Je crois que le VIE fête ses 20 ans cette année et qui en fait est un programme gouvernemental français qui est organisé par une entité gouvernementale qui s'appelle Business France et qui permet à des jeunes de moins de 29 ans, entre 18 et 29 ans plus précisément, de partir pour une durée de 6 à 24 mois pour travailler dans une entreprise française à l'international. Donc les critères, en fait, au final, il y en a très peu. C'est avoir moins de 29 ans, donc entre 18 et 29 ans, être de nationalité française ou européenne. Le VIE est aussi ouvert à des personnes qui n'ont pas de nationalité française, mais qui viennent qui ont une nationalité européenne, et du coup travailler pour une entreprise, pour la filiale étrangère d'une entreprise française. Super. Il n'y a pas quelque chose avec l'âge par rapport aux 29 ans au moment où on s'inscrit ou on postule? Oui, c'est ça. En fait, le départ doit avoir lieu au plus tard à tes 29 ans moins un jour, mais il faut être inscrit sur la plateforme de Business France au plus tard à tes 28 ans. Ça, c'est les règles officielles. Après, dans les faits, il est possible d'avoir des dérogations pour s'inscrire sur la plateforme avant ses 29 ans, si on a raté le coche entre les 28 et les 29 ans, si on a raté le coche des 28 ans. D'accord. Et toi, du coup, à l'époque, comment t'en as entendu parler du VIE? Alors en fait, vu que je travaille en ressources humaines, c'est un programme qui est très apprécié par les entreprises parce qu'il permet d'envoyer des jeunes talents, comme disent les entreprises, à l'international. C'est quelque chose dans mes entreprises passées, quand je travaillais en France, qu'on avait mis en place. Les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé avaient des VIE dans différents pays du monde. Donc j'avais déjà cette idée en tête de me dire peut-être qu'un jour ce sera mon tour. Et aussi, à la fin de mes études, j'ai pas mal de camarades de classe qui sont partis faire un VIE dans différents pays, au Mexique, aux États-Unis notamment, ou en Australie également. Donc c'est vrai que c'était une idée que j'avais. Voilà, j'étais bien à Paris, donc je l'avais pas forcément saisi. Mais c'est vrai que quand j'ai eu cette contrainte personnelle, je dirais, qui était d'aller en Allemagne dans une position où j'allais travailler, je me suis dit que ce serait le meilleur contrat pour moi et la meilleure chance pour me permettre d'avoir un premier pied dans le monde du travail allemand. Super, la contrainte crée l'opportunité, comme on dit. C'est exactement ça, en fait. C'est vrai que du coup, je me suis dit, je vais saisir ma chance. Je suis encore éligible, je remplis tous les critères. Donc bon, je vais chercher. Et honnêtement, j'ai trouvé assez facilement, ce que je pensais pas au début. Moi, je me suis dit, je parle pas allemand, je vais galérer à trouver. Ça va être très dur. Mais en fait, au final, et c'est un message justement que j'aimerais bien passer pendant ce podcast, et même si on ne parle pas forcément la langue du pays, c'est tout à fait possible de trouver un VIE dans un pays dont on ne parle pas la langue. Donc faut tenter et je pense qu'il faut se donner la chance et puis après la chance nous sourit. La chance nous sourit. C'est ça. Du coup, comment ça se passe? On se connecte sur le site de Business France. Comment ça se passe? Oui, alors pour trouver l'émission, du coup, effectivement, Business France a un site qui s'appelait CiviWeb à l'époque et ils ont changé le titre, enfin le nom du site il y a quelques mois. Maintenant, je crois que ça s'appelle Mon VIE, Mon VIA ou Mon VIE, VIA, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous tapez sur Google VIE Business France et vous trouverez la plateforme. La plateforme, elle rassemble pas mal d'offres de VIE. Pas toutes. Toutes les entreprises ne postent pas forcément sur Business France, enfin sur le site de Business France. Mais c'est déjà un bon moyen de trouver les offres effectivement sur ce site de Business France.
D'accord. J'imagine il faut se créer un profil, peut-être mettre son CV dessus, une lettre de motivation, quelque chose. Exactement, on peut créer son profil et mettre son CV. Sur la lettre de motivation, je ne sais plus, mais au moins son CV. Il est possible d'ailleurs pour les recruteurs de faire directement de la chasse entre guillemets, du sourcing en fait directement sur cette plateforme pour voilà si eux ont pas forcément envie de poster une annonce, les recruteurs peuvent directement regarder un petit peu les profils qui sont disponibles sur la plateforme et les CV. Mais sinon, côté candidat, effectivement, on peut se créer un profil, mettre son CV et après se mettre des alertes pour regarder les offres en fait qui correspondent à notre profil et pour être informé dès qu'il y a une offre qui sort. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres moyens de trouver des annonces d'entreprise? Oui, certaines entreprises postent les offres directement sur leur site carrière en fait. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de regarder toutes les grandes entreprises françaises qui potentiellement peuvent avoir des filiales à l'étranger et regarder directement sur leur site carrière. Je pense que les grandes entreprises qui recrutent, ça va être les banques, les entreprises du secteur automobile, les grosses boîtes de l'industrie française ont pas mal de VIE aussi, les entreprises de la pharma, voilà, un peu toutes les grosses industries françaises qu'on peut retrouver. Mais on peut aussi faire un VIE dans une PME. Là, c'est vrai que j'ai parlé jusqu'à maintenant pas mal de grosses entreprises, mais il y a aussi des PME qui recrutent des VIE. Et d'ailleurs, pour eux, c'est hyper intéressant. Notamment, je pense par exemple à une PME qui aura envie de développer ses activités à l'international, parce qu'en fait, il y a des aides du gouvernement pour les PME pour recruter des VIE. Et notamment, en ce moment, il y a pas mal d'offres d'aide à la relance, en fait, pour les entreprises, pour leur permettre d'envoyer des chèques en fait emploi pour leur permettre d'envoyer des VIE à l'étranger pour relancer leur activité suite à la crise Covid. Et en fait, du coup, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui ont réussi à vendre eux-mêmes en fait le programme VIE et le fait de faire un VIE à l'entreprise. Par rapport à la crise sanitaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ah je peux pas voyager, je peux pas partir, j'ai pas de raison impérieuse. Mais il est peut-être bon de rappeler qu'un contrat de travail c'est compris comme Ouais. même passer des entretiens, ça fait partie des raisons impérieuses. Donc surtout il faut pas se décourager. C'est vrai que Business France a pendant un moment gelé un petit peu, pendant 3-4 mois l'année dernière, les départs de VIE et en fait faisait commencer les gens en France pour qu'ils puissent partir à l'international dès que la situation se sera améliorée. Après, depuis, ils ont quand même bien repris les départs. Pour tout ce qui est Europe, ça pose plus de problème. Après, bon, ça sous-entend parfois de faire des quarantaines à l'arrivée dans le pays, mais bon, si c'est 15 jours de quarantaine pour s'expatrier pendant 2 ans, je pense que tout le monde peut le faire. Et après, il y a d'autres pays qui sont encore un peu bloqués. Je sais que les États-Unis, en ce moment, c'est compliqué d'y aller. D'autres pays, mais quand même, ça a repris les départs comme ça à l'international. Super. Et du coup, tu as brièvement cité VIA. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, auditrices, quelle est la différence entre VIE et VIA? Oui, tout à fait. Effectivement, le VIA, en fait, c'est le pendant du VIE, mais pour tout ce qui concerne les administrations françaises. Ça va être, par exemple, les ambassades qui recrutent en fait des jeunes Français dans les différentes ambassades où la France est représentée à différents postes. J'avoue que je pourrais pas forcément rentrer dans le détail du type de postes qui sont proposés, mais c'est du coup des postes en ambassade. On va retrouver aussi tout ce qui est institut français. Ou institut culturel français. Voilà, tout ce qui pourrait ressembler un petit peu à des organismes gouvernementaux à l'étranger. Super. Et est-ce qu'on a besoin de diplômes particuliers pour ce VIE ou ce VIA? Alors sur le papier, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les critères, c'est vraiment une question d'âge et de nationalité et de passeport. Après, dans les faits, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont rechercher des profils master, donc Bac+5. Enfin, après, certaines offres sont ouvertes au profil licence, voire BTS, DUT. Ça va dépendre en fait de l'offre qui est postée par l'entreprise, des critères propres de l'entreprise et de ce qu'elle recherche en fait. Il me semble qu'il peut y avoir potentiellement aussi des offres techniques, par exemple des offres dans des usines qui pourraient correspondre à des profils CAP, BEP, Bac Pro par exemple. Mais j'avoue que je pense que ces offres-là sont plus à la marge. La majorité des offres vont concerner des profils qui ont eu un parcours universitaire entre la licence et le master pour la plupart des offres. Et donc du coup, ce que j'allais te poser comme question, c'est si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dit mais pourquoi je devrais partir faire m'expatrier via une VIE? Est-ce que tu pourrais leur rappeler, leur dire en tout cas, moi je les connais, mais quels sont tous ces nombreux avantages de partir avec un programme VIE? Ouais. Alors déjà, je pense que le
fait de partir à l'étranger, je pense que dans une carrière, c'est quand même une super opportunité déjà de base. Souvent, vu que le VIE s'adresse à des personnes qui sont assez jeunes, des personnes qui sont en début de carrière, donc ça peut être l'objet d'un véritable tremplin, je pense, pour une carrière, les missions qui sont confiées à un VIE, la plupart du temps, sont vraiment responsabilisantes. On est loin du stage café photocopie qu'on a pu connaître éventuellement en étant dans les études. Là, c'est une vraie expérience professionnelle. Le VIE va avoir des vraies missions qui lui seront confiées. Donc déjà, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir partir à l'international. Après, effectivement, partir dans le cadre d'un VIE, c'est partir dans des conditions financières et matérielles qui sont hyper intéressantes. Il faut savoir donc, du coup que les VIE sont rémunérés, bien évidemment, enfin, heureusement, je dirais, sont rémunérés, sont plutôt bien rémunérés. La rémunération, elle est variable en fait. Il y a une partie qui est fixe, qui est globale à tous les pays du monde. Et ensuite, il y a une indemnité géographique qui du coup va dépendre du pays dans lequel le VIE se trouve. Et cette indemnité géographique, elle est établie en fonction du coût de la vie locale, de l'éloignement potentiellement aussi avec la France, éventuellement aussi des difficultés locales. Par exemple, est-ce que c'est un pays avec beaucoup d'inflation? Je pense à certains pays peut-être d'Afrique ou d'Amérique du Sud où il y a eu beaucoup d'inflation ces dernières années. Du coup, c'est vrai que l'indemnité est calculée pour que le VIE puisse bien vivre sur place. Voilà. Honnêtement, les conditions financières sont intéressantes. Si je dis pas de bêtises, sur le site de Business France, on peut retrouver cette grille de rémunération par rapport au pays. Oui, tout à fait. Je mettrai le lien sur la description du podcast où trouver cette grille. Yes. Oui, autre avantage, le billet d'avion aller et retour, si on rentre en France, est payé par l'entreprise. Du coup, c'est vrai que même si on n'a pas forcément trop moyens parce qu'on sort des études, ce ne sera pas un frein au départ. Pareil pour tout ce qui concerne les bagages. Business France verse un forfait bagage qui permettra au VIE de s'envoyer des cartons ou des valises par des transporteurs ou de mettre plein de bagages en soute potentiellement. Ou il y a également une autre formule qui est que l'entreprise peut aussi payer, verser un forfait ou payer un transporteur en fait au VIE. Donc voilà, matériellement, c'est des conditions qui sont bonnes. D'un point de vue aussi santé, les VIE ont une assurance expat avec l'assureur April qui est pris en charge et déjà payé par l'entreprise, par Business France via l'entreprise. Wow. Non, plutôt l'inverse. Et du coup, une assurance expat qui couvre dans le pays d'affectation, mais également dans tous les pays du monde. Donc, potentiellement, même pendant des vacances, peut être couvert par cette assurance. Et c'est une assurance qui permet de ne pas avoir de pépins de monétaire si on a un problème de santé. Et notamment pour des pays où le système de santé pourrait être très cher, c'est quand même vraiment un énorme plus. Waouh, ça c'est clair que c'est pas négligeable. Surtout que ça a un certain coût, donc si c'est pris en charge, c'est vraiment avantageux. Tout à fait. Par exemple, toi qui as vécu aux États-Unis, je pense qu'effectivement, faire un VIE aux États-Unis avec l'assurance April, c'est quand même un énorme plus par rapport à quelqu'un qui serait en contrat local et qui devrait payer sa propre assurance santé. Ah carrément, là je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, moi c'était une aussi des raisons qui me faisait un peu flipper de vivre aux États-Unis, je te le cache pas, mais c'est vrai que ça faisait un peu peur quand des fois tu te fais vraiment mal et que tu te dis ouais, je peux pas aller aux urgences parce que passer les portes ça va me coûter 500 $, alors que j'avais quand même une assurance. C'est clair que c'est pas négligeable. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Et à côté des avantages aussi sur la partie, je dirais, monétaire, parfois l'entreprise peut participer au loyer, voire le prendre en charge totalement. Il y a certains pays où c'est obligatoire que l'entreprise prenne en charge le loyer. Voire mettre à disposition un logement au VIE. Ça va notamment être dans des pays soit où le prix de l'immobilier est très 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 cher, soit des pays qui sont considérés comme potentiellement un peu à risque et du coup où il y a des règles de sécurité en fait à respecter. Du coup, l'entreprise doit mettre à disposition un logement ou participer au loyer de la personne. D'accord. Mais du coup, donc parce qu'il y a quand même énormément d'avantages, est-ce qu'on nous met en contact avec une personne de l'entreprise, une personne de Business France? Comment ça se passe justement, toutes ces conditions à mettre en place? Effectivement, il y a un contact Business France avec lequel le VIE va pouvoir échanger, mais ça va être une discussion vraiment purement administrative. Le vrai contact, ça va être le ou la RH en local ou éventuellement le ou la RH en France qui s'occupe de ce programme-là. Et donc moi, par exemple, dans le cadre de mes fonctions, je suis en fait le premier contact des futurs VIE qui vont nous rejoindre en Allemagne.
euh, pour voilà, leur expliquer comment est-ce qu'on trouve un logement à Munich, comment va se passer tout le process de mobilité. Mobilité, Ouais, oui. c'est ça. De déménagement. Du coup, voilà, le RH va être en fait vraiment là pour conseiller le VIE et comme en fait les mêmes conseils que tu pourrais recevoir si tu partais en contrat local en fait potentiellement ou en contrat d'expatriation. Super. Et toi, du coup, ça s'appliquait pas parce que tu partais en Allemagne, mais si par exemple on part dans un pays où on a besoin d'un visa de travail, j'imagine que c'est eux qui s'occupent également de ça. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, et en fonction des pays, les visas sont plus ou moins faciles à obtenir. Mais effectivement, l'entreprise aide, et Business France d'ailleurs, aide le VIE à obtenir son visa. Bien évidemment, ça demande au VIE quand même de faire quelques petites démarches personnelles parce que pas forcément des documents type les diplômes, etc. à donner. Mhm, L'entreprise peut pas les avoir pour vous. mhm. Mais c'est vrai que c'est quand même tout le travail est un peu mâché et simplifié, clairement. Oui, moi on m'avait payé un avocat du coup pour s'occuper de mon visa de travail. Et c'est vrai que bon, il y a juste à envoyer, on nous donne une liste de documents et après c'est vrai qu'on a juste à envoyer, c'est quand même nettement plus simple. Parce qu'à l'inverse, quand Ouais. j'ai essayé de faire ma carte de résident tout seul au Canada, ça peut être une sacrée bataille. Bah, j'imagine, ouais. Ouais, donc Tout non, à c'est fait. top. Est-ce que tu connaîtrais d'autres avantages également par rapport au contrat de travail, par exemple, parce qu'on est en entreprise française? Du coup, les horaires de travail, les vacances, comment ça se passe? Alors, en termes de vacances, on a 30 jours de vacances en tant que VIE par an, ce qui fait 6 semaines. C'est quand même énorme. Après, moi, il se trouve que ouais, pour quelqu'un qui a vécu aux États-Unis ou au Canada, j'imagine que ça doit paraître énorme. Je vais lui faire des gros yeux, c'est pour Mais ça. en fait, bon, pour moi, en Allemagne, honnêtement, ça changerait pas grand-chose parce qu'en fait, dans mon entreprise, il y avait dans tous les cas 6 semaines de vacances. Donc, du coup, c'était pas pour moi un plus. Mais par exemple, pour quelqu'un qui part justement aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays qui ne sont pas aussi généreux que l'Allemagne ou la France en termes de jours de vacances, c'est quand même vachement intéressant. Après, on a également les jours fériés locaux qui s'appliquent. Il faut savoir que pour les jours fériés, en fait, il y a une petite règle un peu particulière de Business France qui est que le VIE doit avoir au moins 4 jours fériés du pays dans l'année. Par contre, au souhait de l'entreprise, les autres jours fériés, s'il y en a plus dans le pays, peuvent être déduits des 30 jours de vacances qu'a le VIE. Ok. Je sais que certaines entreprises le font justement pour se dire que pour rapprocher un petit peu le nombre de jours de vacances d'un VIE et de quelqu'un en local. Après, ça n'empêche que ça reste quand même voilà, très intéressant. On a quand même beaucoup de jours de vacances qui permet de découvrir le pays, de rentrer en France. Bon, hors période Covid, évidemment. Mhm. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir du temps libre et de faire des choses sympas sur place. Et je crois que ça part pour un contrat de 24 mois, par exemple. Est-ce qu'il te paye un billet d'avion par année pour rentrer chez toi? Alors ça, c'est pas inclus dans le programme VIE. Par contre, certaines entreprises l'offrent effectivement. Je pense notamment pour des destinations un peu lointaines. Certaines entreprises l'inclusent dans leur package. Pour moi, c'était pas le cas. Bon, après, en l'occurrence, un aller-retour Munich-Paris, c'était pas non plus hyper cher. Donc, j'avoue que je m'en suis bien sortie quand même. Mais certaines entreprises l'incluent dans l'offre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'était les avantages du programme VIE inclus dans l'offre de Business France. Mais en fait, il y a plein d'avantages additionnels qui peuvent être rajoutés par les entreprises. Certaines entreprises vont te payer ton téléphone portable, éventuellement vont te mettre à disposition une voiture. Et ça, du coup, les entreprises, ils ont déjà des packages qui sont déjà tout préparés ou c'est des choses qu'on peut rajouter, négocier ou est-ce que c'est déjà prédéfini? Je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise en fait. Ouais. Les grosses entreprises, elles ont déjà une offre clé en main. Par contre, effectivement, pour des plus petites structures, je pense que c'est possible de négocier en fonction de la mission. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un domaine commercial, il pourra peut-être un peu plus négocier d'avoir un téléphone portable, une voiture de fonction parce qu'il doit se déplacer, etc. Mais ça va vraiment dépendre d'une entreprise à l'autre. Ok. Moi, je serais quand même curieuse comment ça s'est passé pour toi quand t'es arrivé dans ta VIE, parce que du coup, tu disais que tu parlais pas du tout allemand. Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé pour toi, du coup? Ouais, ouais, je me souviens très bien. Mon premier jour, donc du coup, je suis arrivée voilà, dans mon entreprise. Il se trouve que j'avais la personne qui m'avait recrutée était elle-même une VIE, donc française.
Donc jusqu'à mon premier jour, j'avais eu des contacts en français avec elle ou éventuellement en anglais avec mon futur manager. Donc voilà, j'avais l'impression que tout allait bien se passer. J'étais assez sereine. Et du coup, le premier jour, je suis arrivée, je me suis assise à mon ordinateur. J'ai vu le clavier allemand et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est différent? J'ai allumé l'ordinateur. Ouais, c'est un clavier un peu comme le QWERTY, mais il y a en plus les lettres, les symboles spéciaux allemands, tu vois, avec C'est vrai. les A-umlaut, etc. Mhm. Et du coup, voilà, le clavier, déjà un peu la panique. Et le pire, c'est quand j'ai allumé mon ordinateur, bah, qui forcément était en allemand. Et je me suis dit, je comprends rien. Mais là, est-ce que cette personne française était là, pas très loin, ou elle était partie déjà? Ouais, ouais, elle était à côté de moi, mais pour elle, elle était déjà en Allemagne depuis 1 an quasiment, ou 6 mois, je me souviens plus, mais pour elle, c'était normal en fait. Et puis, bah, j'avoue que pour moi maintenant, j'ai accueilli d'ailleurs une nouvelle VIE dans notre équipe il y a 1 mois et demi. Bah, pour moi, c'était normal. Bah oui, le clavier, il est allemand, on est en Allemagne. Normal. L'ordinateur est en allemand, c'est normal aussi. Mais bon, j'ai rapidement compris comment on pouvait le passer en français quand même, hein, cet ordinateur. Et j'avoue qu'effectivement, mon premier jour, du coup, tout le monde me parlait que en allemand. Sur notre intranet, du coup, de l'entreprise, tout était en allemand. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va être quelque chose, quoi. Mais en fait, bah, ça se fait, hein. Franchement, j'avoue que je comprenais rien au début. J'ai pris des cours intensifs que l'entreprise m'a offerts. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi rajouté dans les avantages, c'est qu'en fonction de la langue du pays, si c'est une langue voilà, exotique entre guillemets, ou en tout cas où si la langue de travail n'est pas forcément l'anglais, l'entreprise parfois paye des cours de langue. Et moi, ça a été mon cas. J'ai fait des cours intensifs au début, où pendant mon premier mois, j'allais le matin en cours d'allemand et l'après-midi, je travaillais. Tout en étant payé à temps plein, hein, bien évidemment, ce qui était vraiment génial. Et en fait, bah, les cours intensifs, plus le fait que tout le monde me parlait tout le temps en allemand, et puis pas oublier du coup mon copain qui était quand même un peu là pour m'aider, même si j'étais toute seule à Munich parce qu'il n'était pas dans la même ville que moi. On s'y fait, mais j'avoue qu'au début, je me suis vraiment rendu compte le premier jour que bah ouais, c'était une langue que je connaissais pas, quoi. Donc ça allait être compliqué, mais c'est faisable. Et tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour justement devenir, on va dire, fluent en allemand? Fluente, honnêtement, je pense peut-être 9 mois en étant débutante. Mais par contre, il y a quelque chose que je me souviens, je suis arrivée donc en juillet, je m'étais dit en décembre, donc ça fera 6 mois que je suis là, je veux vraiment être capable de pouvoir communiquer sans avoir peur, etc. Et je me souviens qu'au mois de novembre, mon téléphone a sonné, et en fait, j'ai vu le nom de la personne qui s'affichait. Je savais que ça allait être en allemand, et j'ai pas eu peur. Et c'était vraiment la première fois où j'avais pas peur quand mon téléphone sonnait. Bon, ça m'a pris 5 mois du coup quand même, mais je suis pas très fan du téléphone. Bah, Mais bon, au bout de 5 mois, je me suis dit, ah bon, bah, j'ai réussi à m'en sortir sans problème, en allemand, en faisant un peu des erreurs, etc., bien évidemment, et j'en fais toujours d'ailleurs, même quasiment après 3 ans. Mais voilà, au bout je dirais, entre 3 et 6 mois, en étant grande débutante, tu arrives déjà, en étant en immersion totale dans le pays, à t'en sortir sans trop de difficultés. ah oui, génial quand même, hein. Franchement, quand tu y penses, c'est pas grand-chose, hein. Oui, mais non, c'est pour ça que je trouve que ce serait dommage de se mettre des barrières à cause de la langue locale, parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le pays, bah, ça s'apprend, quoi. C'est vrai que ça demande des efforts et de la motivation. Enfin, clairement, ça m'a demandé du travail. Je vais pas dire que c'était facile, hein. Ça a été un peu, par moments, j'ai douté, je me suis dit que j'y arriverais jamais. Mes premières réunions d'équipe où toute l'équipe parlait qu'en allemand et moi je ne comprenais rien du tout à ce qu'ils racontaient. Enfin, c'était dur. Et enfin, effectivement, les 2 premiers mois, je me suis dit, oh là là là, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? J'avais une vie parisienne tranquille, un boulot qui était bien. Pourquoi? Et en fait, non, c'est hyper. Enfin, surtout maintenant, ce que je trouve génial, c'est quand on me dit, oh, tu parles super bien allemand, c'est génial. C'est un vrai reward quand même, de se rendre compte qu'on a été capable d'apprendre une langue comme ça. Et c'est vrai que même si bah, le parcours d'apprentissage d'une langue n'est pas toujours évident, au final, ça se fait quand même. Bah, carrément. Et maintenant, on va rentrer dans un sujet que je sais que tu voulais aborder, parce que toi-même, tu recrutes pas mal de VIE chaque année. Oui. Du coup, je sais que tu as plein de conseils à partager aux futurs candidats qui souhaiteraient justement soit rentrer dans ton entreprise ou ailleurs. Quels sont ces petits conseils que tu aimerais partager? Oui, effectivement, c'est vrai que je travaille en fait en ressources humaines dans une filiale allemande
d'une grosse entreprise française du secteur bancaire. Et je recrute, je dirais, en fait, on a 30 VIE à peu près en permanence dans l'entreprise, entre 25 et 30, ça dépend des années. Et du coup, vu qu'il reste pour 2 ans, j'en recrute à peu près 15 par an. Et j'espère que je ne vais pas enfoncer de porte ouverte, en tout cas avec mes conseils, et que ça pourra servir. Mais du coup, bon, trouver les offres, on en a déjà parlé. Donc, CV Web, les sites carrières des entreprises. Je pense que pour trouver les offres, LinkedIn peut être aussi intéressant de en fait contacter directement les gens qui sont sur place. Donc, rechercher quels sont le type d'entreprise, quel type d'entreprise m'intéresse. Est-ce que cette entreprise est présente dans le pays que je vise, par exemple. Et après, essayer de trouver des noms un peu qui sonnent français, par exemple, sur LinkedIn ou des choses comme ça, et de contacter les gens directement ou les RH en fait dans les pays locaux. Ça, c'est un moyen supplémentaire dont j'ai pas parlé tout à l'heure pour trouver des offres et qui peut être intéressant. Trouver par exemple quelqu'un qui est déjà en VIE dans cette entreprise-là et dans le pays et lui dire tiens, quand est-ce que tu finis ton poste, ta mission, ça m'intéresse vachement, est-ce qu'on peut en parler, etc. Je pense que les gens, la plupart du temps, quand ils sont sur LinkedIn, s'ils ont mis quelques infos personnelles et sur leur parcours, c'est qu'ils ont aussi envie de partager. Donc voilà, tenter de contacter les gens. Un conseil que j'aurais et que je donne souvent quand je rencontre des candidats, c'est d'abord d'avoir un focus en particulier sur la mission qui va être proposée plutôt que sur le pays. C'est vrai qu'effectivement, je reconnais partir aux États-Unis, au Canada ou à Singapour, c'est plus exotique de partir en Allemagne. Mais en fait, au final, je pense que le contrat VIE, il faut vraiment le voir comme un tremplin et un premier pas dans une carrière internationale. Et en fait, peut-être que ce premier poste, il sera en Allemagne, en Belgique, en République tchèque ou au Maroc. Mais en fait, pour le prochain poste, le recruteur, il va dire, tiens, la personne a déjà travaillé à l'étranger. Donc en fait, si ça se trouve, ça pourra être au final un vrai tremplin pour partir après dans le pays de nos rêves, qui serait les États-Unis, le Canada ou quelque chose comme ça, quoi. Carrément. Donc je pense que vraiment, voilà, se focuser, tu vois, sur la mission de base qui est proposée. Et puis, parce que c'est quand même ce qui va occuper la personne pendant 1 ou 2 ans. Donc, quelles sont les missions? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut m'apporter? Et comme je le disais en préambule, c'est souvent des missions qui sont vraiment responsabilisantes. Parce que l'entreprise, voilà, mise sur des jeunes profils qui sont très motivés et leur donne des vraies responsabilités. Donc ça, c'est voilà un premier conseil que j'aurais, c'est de ne pas se mettre de barrières en fait en termes de pays. Et notamment ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la langue, de pas se mettre de barrière sur je parle pas la langue du pays. Et potentiellement, par exemple, dans des pays d'Europe de l'Est, c'est vrai qu'effectivement, qui est-ce qui parle le tchèque? De base, personne. Mais en fait, au final, la plupart du temps, l'anglais suffit. Et en plus, sur place, éventuellement, si vous avez besoin d'apprendre, vous apprendrez sur place, quoi. Et le fait d'être immergé, l'apprentissage se fera rapidement. Après, pour démarquer sa candidature, je dirais déjà que c'est important d'avoir un CV béton, quoi. C'est vrai que ça m'arrive quand même régulièrement en tant que recruteuse de voir des CV où il y a parfois un peu de petites coquilles ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça demande du temps, mais un projet d'expatriation, ça demande du temps. Quand même, c'est un projet qui est à mûrir. Et donc, du coup, ne pas hésiter à donner son CV à un pote ou à un collègue ou quelque chose comme ça pour le relire, être sûr qu'il n'y a plus de coquilles parce que c'est vrai qu'à force d'être le nez dessus, je pense qu'on ne voit plus les erreurs. Donc avoir un bon CV, je pense que la plupart du temps un CV en anglais c'est essentiel, même quand on postule dans des pays où la langue n'est pas forcément l'anglais, mais enfin la langue locale n'est pas forcément l'anglais, mais parce que c'est la langue internationale du business quand même. Donc je pense que c'est important de postuler en anglais et pas en français. Parce qu'en fait, dans le process de recrutement, il y aura probablement des gens qui ne sont pas francophones. Et du coup, potentiellement, on peut avoir un super CV, mais le fait qu'ils soient en français, on va se retrouver à être enlevé du process juste parce qu'il y a un interlocuteur à un moment donné qui ne peut pas le lire. Et du coup, c'est un peu dommage d'être refusé à cause de ça, en fait, et juste de ne pas passer ce premier filtre de candidature. D'ailleurs, par rapport au CV, j'ai payé quelqu'un pour le faire, en fait, pour avoir un truc en béton. Ouais. Ça coûte pas si cher que ça doit coûter peut-être, je sais pas, je dirais 50 €. Mais quand on voit tous les avantages d'un VIE et tout ce qu'on va se faire payer par la suite, dépenser un peu d'euros pour avoir un CV en béton, c'est vrai que comme tu le dis, c'est super important, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un excellent conseil. Et je pense qu'il y a peu de gens qui osent en fait confier leur CV à quelqu'un d'autre. Mais en fait, au final, il y a des professionnels pour ça, hein, donc dont c'est le métier. Et ça peut être intéressant et te dire que c'est un investissement un peu sur l'avenir. Te dire allez, je fais une fois l'effort de vraiment avoir un CV qui est béton, qui nous serve un peu de base. En fait, après, pour être peaufiné et amélioré, etc. Mais d'avoir au moins une base qui est vraiment béton et qu'on peut réutiliser
après pendant plusieurs années, quoi. Mm. Et sur le CV, je dirais que c'est important pour moi de personnaliser le CV en fonction de l'offre. On dit souvent que la lettre de motivation doit être personnalisée, mais on oublie un peu parfois que le CV aussi doit l'être. Et un conseil que je donnerais, c'est toujours essayer de trouver dans l'offre à laquelle on va postuler, de trouver quelque chose en commun avec l'expérience qu'on a déjà eue. Je sais pas moi, ça peut être sur un type de mission particulier ou est-ce qu'on a déjà travaillé dans ce type d'entreprise, dans ce type de secteur d'activité, et essayer de mettre cette partie-là en avant pour que le recruteur ou le futur manager, quand il va lire le CV, il va se dire ah bah tiens, c'est vrai que cette personne connaît déjà ça. Bah, c'est pareil chez moi en fait, donc du coup le gap d'apprentissage il sera plus petit. Et vraiment essayer voilà de dire je mets en avant ce que j'ai en commun en fait avec la future offre. Je pense aussi quand on postule dans un pays étranger, c'est important de montrer son intérêt pour ce pays-là. Après, c'est vrai que potentiellement, on peut faire un VIE partout dans le monde. Donc, du coup, bah, on n'a peut-être pas un intérêt particulier pour le pays X. C'est peut-être la mission qui nous a plus intéressés. Mais quand même, essayer de trouver, voilà, dans son expérience, quelque chose qui, bah, je sais pas moi, vous avez peut-être passé 15 jours de vacances aux Canaries. Bon, bah, vous avez déjà vu un peu ce que c'était que la vie à l'espagnol. Enfin, je fais des gros clichés comme ça, mais en tout cas, essayer de mettre en avant ce qu'on a pu faire dans le passé et qui peut montrer notre intérêt pour le pays. Ou si c'est un pays qu'on ne connaît pas du tout, bah, mettre d'une manière ou d'une autre dans la candidature que justement on est hyper intéressé par ce pays-là parce qu'on ne le connaît pas et qu'on a envie de le découvrir. Victoire, elle l'avait fait justement, elle avait mis dans son CV qu'elle était partie en vacances en Jordanie. Et du coup, bah, ça a tout de suite intéressé les Ouais, recruteurs parce qu'ils se sont dit, bah écoute, tiens, cette fille est déjà partie en Jordanie, elle sait ce que c'est. Donc c'est vrai que je pense que ça a marqué, ça a fait la c'est ça. différence. Ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense notamment, enfin encore plus dans des pays où il y a un gap culturel important avec la France, parce que ça montre que même si c'était que des vacances ou quelque chose comme ça, bah mine de rien, la personne a déjà eu un petit aperçu quand même de ces différences culturelles là, quoi. Carrément. Et oui, l'autre jour, j'ai vu un CV et j'ai trouvé quelque chose sur un CV que j'ai trouvé génial, où le candidat dans les langues qu'il parle a mis bon bah anglais, français, bon, bah, ok, fluent, très bien. Et après allemand, il avait indiqué débutant mais très motivé pour l'apprendre. Et là, franchement, je me suis dit c'est génial parce que ok, bah t'es débutant et il se trouve qu'en plus pour mon offre, j'avais pas besoin de quelqu'un qui parle allemand, donc moi ça me convient. Et le simple fait qu'il ait mis, bah, je suis intéressée pour et motivée à l'apprendre, bah, je me suis dit, ok, génial. En plus, il a vraiment envie, quoi. Donc, du coup, je trouve que ça va donner d'autant plus d'impact à la candidature et ça va peut-être rassurer un petit peu les doutes de la personne qui va lire le CV et qui va se dire, tiens, il parle pas la langue du pays, est-ce que ça peut quand même le faire ou pas? Voilà, c'est des petits tips comme ça pour mettre en valeur son CV. Et sur tout ce qui concerne la partie lettre de motivation, j'avoue que en tant que recruteuse en France, je la lisais pas la lettre de motivation. Vraiment, je pense que c'est un tabou, mais on la lit pas. Enfin, personnellement, je ne la lis pas. Je ne la lis pas en France. Mais quand même, depuis que je suis en Allemagne et que je recrute des VIE, je la lis et j'y passe quand même. Enfin, je la lis vraiment en entier. Parce qu'en fait, je trouve que partir à l'étranger, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ça demande un cheminement, en fait, quand même, pour la personne. Tu vois, il y a une histoire derrière chaque projet de mobilité. Que ce soit, bah, j'ai hyper envie de découvrir le monde, que ce soit, comme pour moi, des raisons personnelles, mon copain est allemand, que ce soit, j'ai toujours rêvé de partir au Canada. Il y a une histoire, et je pense que la raconter dans une lettre de motivation, bah, c'est intéressant et ça va permettre de montrer aux recruteurs sa motivation et de comprendre un peu ce projet de mobilité. Et du coup, je pense que avoir une bonne lettre de motivation qui explique bien ce projet de mobilité et pourquoi on est intéressé par ce pays, au-delà des phrases un peu bateau, ah, j'ai vu votre offre, elle m'intéresse beaucoup. Bon, voilà, et vraiment parler un peu de soi et ne pas hésiter peut-être à sortir un peu des clous et à se dire qu'on va peut-être pas faire une lettre de motivation qui est hyper tradie, mais en fait, au final, elle va parler de nous et elle sera personnalisée et elle va vraiment montrer notre personnalité. C'est trop drôle que tu dis ça parce que ça me rappelle moi la lettre de motivation que j'avais fait pour postuler justement pour un stage à Chicago et que je ne connaissais rien de Chicago. Et du coup, je m'étais amusée à chercher des choses connues qui sont à Ouais. Chicago. Et par exemple, à la tour John Hancock, qui niveau architecture est quand même incroyable. J'avais parlé de ça dans ma lettre de motivation, alors que je ne connais rien à l'architecture, que je ne connaissais rien au bâtiment.
Mais j'ai bidonné un truc dans ma lettre de motivation pour leur dire que j'étais vraiment très intéressée. Donc, Mais effectivement, tu vois, c'est genre, ça montre déjà que tu as fait l'effort, en fait, de te renseigner sur ta destination. oui. Et je trouve que, moi, de voir que la personne a au moins un peu regardé, bon, bah oui, à Munich, il y a l'Oktoberfest. Bah, je me dis, bon, bah, au moins, elle sait ce que c'est que Munich. Enfin, tu vois, elle a regardé un petit peu où est-ce que ça se mettait sur une carte et où est-ce que le pays, enfin, la ville était. Et du coup, bah, c'est vrai que je trouve ça sympa et ça donne plus envie d'aller plus loin, en fait, et de passer ce premier filtre de candidature qui parfois peut être un peu difficile, c'est de se dire, bon, bah, allez, je décroche un entretien, quoi. Donc, ça y est, du coup, on a une lettre de motivation et un CV qui est canon. Donc, on a enfin décroché un entretien pour le VIE de nos rêves. Moi, je dirais que en entretien, bon, la plupart du temps, les entretiens pour des VIE, ça va être des entretiens classiques. Donc, les conseils qu'on peut entendre de manière générale sur la posture en entretien, je pense qu'elle va s'appliquer aussi à un VIE. Mais peut-être quelque chose en plus, ce serait de montrer vraiment sa personnalité. Voilà, je pense que l'entreprise, quand elle recrute des profils, des jeunes profils, elle n'attend pas quelqu'un qui va avoir 15 ans d'expérience et qui va déjà être hyper rodé au process d'entretien, enfin, au monde du travail, etc. Donc vraiment montrer sa personnalité, qui on est vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Ne pas hésiter potentiellement à poser des questions aussi à l'interlocuteur, notamment quand c'est un pays, par exemple, qu'on ne connaît pas. Bah tiens, quels sont les horaires de travail dans le pays X. Est-ce que c'est plutôt des pays où on va commencer tôt le matin et où du coup on va finir tôt l'après-midi, ou est-ce qu'à l'inverse il y a par exemple comme en Espagne des pauses un peu l'après-midi. Voilà, un peu essayer de comprendre quelles sont les coutumes locales, je dirais, dans le monde du travail. Essayer de vraiment oui, de montrer aux recruteurs ou aux managers qu'on a un vrai intérêt pour découvrir ce pays-là et faire preuve de curiosité. Je pense que poser des questions, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'autant plus bah, voilà, quand on part comme ça à l'étranger, se renseigner, ok, quels seront mes collègues, est-ce qu'ils seront plutôt locaux ou expats, est-ce comment est le système de management peut-être dans le pays aussi, est-ce que j'aurai voilà, un management assez flat ou bien plutôt est-ce que je rapporterai, est-ce qu'il y a beaucoup d'échelons comme on peut retrouver en France, enfin, essayer un peu vraiment de se renseigner sur le monde du travail sur place. Et puis en plus, je pense que ça va permettre aussi au candidat de se rassurer sur ses propres envies et de se dire bah, est-ce que vraiment c'est fait pour moi du coup, parce que si ça se trouve, ce qu'il va entendre en entretien va lui dire, va lui faire se dire ah non mais c'est pas du tout pour moi. Moi on me dit qu'il va falloir que je travaille très très tôt le matin, alors que moi je préfère mon rythme naturel, en plutôt avoir des horaires décalés le soir. Enfin voilà, vraiment essayer de se rassurer, de comprendre et de s'assurer qu'on a bien saisi le mode de fonctionnement du milieu du travail sur place ou dans l'entreprise. Parce que ça peut aussi, si c'est une entreprise française dans un pays étranger, peut-être qu'elle a des influences un peu du monde du travail français. Mais être sûr déjà, pour se rassurer que c'est bien ce qui nous correspond, et aussi faire preuve de curiosité et montrer qu'on a vraiment un vrai intérêt pour le pays. Et quand on ne parle pas la langue, bah, caler 2-3 petits mots dans la langue du pays, je trouve que c'est toujours quelque chose qui peut être amusant ou qui peut se faire dire aux recruteurs ou aux managers ah bah tiens, il a regardé comme on disait bonjour en allemand ou en tchèque ou je ne sais quoi. Voilà, c'est peut-être des petites choses qui peuvent se démarquer, montrer que ouais, on est vraiment, vraiment motivé pour rejoindre ce pays, cette entreprise-là. Super. Là, tu donnes vraiment des super bons conseils. Ouais, bah, j'espère que ça servira en tout cas à des candidats à la mobilité, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper formateur quand on est en début de carrière comme ça, de découvrir autre chose qu'un système français, même si on a déjà fait des stages avant ou un premier emploi, là vraiment partir à l'étranger, confronter un peu notre vision du monde du travail à une autre réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Et même si après 2 ans, on se dit, bah, je retourne en France parce que c'était bien d'être à l'étranger, mais au final, bah, mes amis me manquent, ou bien je préfère être en France, ce qui peut aussi s'entendre, ce sera forcément valorisé dans une candidature. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut dire et qui peut rassurer peut-être des candidats qui se diraient bon bah moi j'ai envie de partir 2 ans, mais après je pense que je préfère faire ma vie professionnelle en France. C'est que le VIE c'est quelque chose qui est quand même connu maintenant
dans le monde du travail français. C'est quelque chose qui est reconnu par des recruteurs. Et en fait, ce ne sera pas vu comme 2 ans à blanc où tu as été dans un pays juste pour faire farniente. Ce sera vraiment reconnu comme une vraie expérience professionnelle, valorisante. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, un vrai tremplin, même si c'est pour continuer sa carrière en France. Et puis, si c'est pour continuer sa carrière à l'étranger, ça peut être l'occasion derrière de décrocher un contrat local. Moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai eu un contrat local ensuite dans l'entreprise qui m'avait accueilli en VIE. Je connais aussi d'autres VIE, d'autres anciens VIE de mon entreprise qui sont partis dans d'autres filiales du groupe dans lequel on travaille, dans d'autres pays, soit en France, soit dans d'autres pays. Voilà, où ça peut même être après partir dans d'autres entreprises à l'international ou en local dans le pays dans lequel on est. En fait, après, les barrières, c'est celles qu'on se fixe, quoi. Il y a pas de barrière, en fait. Ça va vraiment être voilà, ce qu'on a envie de faire de sa carrière et de son poste VIE. Si j'avais un conseil final peut-être à donner, ce serait de ne pas se mettre de barrières, d'oser candidater, de dire, peut-être que je colle pas à 100% avec l'offre, mais je postule et puis on verra bien. Au pire, on ne me recontactera pas, quoi. Et je pense que le conseil dont je parlais tout à l'heure, qui est de contacter des gens sur LinkedIn, je pense que ça, c'est quand même aussi quelque chose de pas mal. Ne pas hésiter à utiliser son réseau, même si au final, beaucoup de gens vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas de réseau ». En fait, c'est pas vrai. On a tous un réseau. On a tous un pote qui a un pote qui a un pote qui travaille dans telle entreprise. Et en fait, sur LinkedIn, justement, je trouve que ces barrières de se dire « J'ai pas de réseau », elles sont un peu tombées parce qu'en fait, potentiellement, tu peux être connecté avec plein de gens dans le monde. Et du coup, juste en cherchant avec des filtres de manière hyper facile, tu peux trouver le bon interlocuteur dans des entreprises et donc ne pas hésiter à contacter les gens. Au pire, ils vous répondront pas, quoi. Exactement. Et pour ceux qui savent pas comment on fait des recherches sur LinkedIn, je suis sûre qu'il y a toutes des explications sur LinkedIn ou même sur YouTube maintenant, j'ai l'impression, avec une barre de recherche Google ou YouTube, on peut trouver tout ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Effectivement, je pense qu'on peut tout trouver maintenant en termes de tutos sur Internet. Et c'est vraiment pas très compliqué de chercher sur LinkedIn. En fait, il y a des champs qu'on peut cocher potentiellement ou rentrer le nom d'une entreprise, par exemple. Super. Mais en tout cas, franchement, je suis super ravie. Moi, je suis dégoûtée d'avoir 34 ans et de pas pouvoir partir en VIE. Je te le cache pas. Bon, après, ça va. J'ai eu aussi des contrats, mais bon. Ça fait une bonne carrière. C'est ça. Moi, j'ai réussi à me débrouiller autrement, mais c'est vrai que je suis passée par un réseau aussi, et c'est vrai que sans réseau, c'est très compliqué. Du coup, on va arriver à la fin du podcast, donc je vais te poser mes petites questions finales. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est si Alizée d'aujourd'hui pouvait rencontrer Alizée qui, justement, était en train de se dire « Il faut absolument que je trouve un travail en Allemagne », est-ce que tu lui passerais un petit message ? Ouais, je lui dirais... vas-y, fonce, pars en Allemagne et effectivement fais un VIE en Allemagne parce que tu vas pas rentrer. et c'est quelque chose dont je savais que c'était une possibilité que je rentrerais pas et que je resterais en Allemagne. Je me laissais quand même la possibilité de me dire je pars que 2 ans et puis je rentre en France. Et en fait non, j'avais beaucoup de doutes et en fait j'aurais pas dû les avoir ces doutes parce qu'en fait a répondu à toutes mes attentes aussi bien professionnelles que personnelles. Donc fonce, je me dirais fonce. J'adore quand les invités du podcast disent ça, parce qu'il n'y en a aucune qui regrette ce qu'elle a fait, donc c'est vraiment top. Et donc, du coup, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager une citation avec nous ? Oui, alors du coup, c'est un peu toujours sur cette histoire de fonce et de ne pas se mettre de barrière. C'est donc une citation qui est assez connue, qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Ça dit tout, c'est ne pas hésiter, ne pas se mettre de barrière, ne pas se dire que on va pas y arriver, juste essayer et puis le succès sera sûrement au rendez-vous. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui a cité ça ? J'adore cette citation. Oui, ouais, c'est donc alors j'avoue que je connaissais la citation sans savoir l'auteur. Donc j'ai quand même cherché un peu sur Google avant et c'est Mark Twain qui est l'auteur des Aventures de Tom Sawyer. Donc un auteur américain du 19e siècle. Super. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Je crois que c'était la citation que Élodie, l'épisode numéro 2, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'elle a dit la même citation. Je l'ai pas encore écoutée. Non, mais c'est top. Franchement, j'adore cette citation, donc merci à toi. En tout cas, encore une fois, merci 1000 fois pour tous tes précieux conseils. Avec plaisir. Ouais, merci de m'avoir contactée. J'espère que ce sera utile à certaines personnes. Oui, d'ailleurs, s'il y en a que ça a aidé, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur le post Instagram qui parlera justement de cet épisode, parce que du coup, Alizée pourra avoir vos petits commentaires. Et franchement, avoir des retours, c'est quand même... C'est top, quoi. C'est super enrichissant et ça fait tellement plaisir au moral. Ouais. Bon, écoute, je te dis à bientôt. Au revoir, Kelly. Bonne journée.
Marie. Salut!